Salut, camarades de la chose ludique. Si vous parlez de jeux de société à vos amis, je pense que sur 100 Français, 90 se feront une image mentale de 3-4 amis assis autour d'une table qui jouent à un jeu dans le but de gagner par rapport aux autres. La notion de gagner ou de perdre est constitutive de l'image mentale classique de ce qu'on peut se représenter d'un jeu de société. Or, et ça vous le savez déjà, les jeux ne sont pas forcément compétitifs. Il n'y a pas toujours forcément un gagnant et des perdants. On peut tous gagner ensemble, et très souvent, on peut perdre ensemble. Mais le concept va beaucoup plus loin que ça. Ça fait quelques années que la notion même de gagner ou de perdre au sein d'un jeu n'existe même plus. Ce n'est plus le but du jeu. Vous ne jouez même pas pour perdre, vous ne jouez même pas pour gagner, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ces étranges jeux? J'ai joué à ça, moi? J'ai joué à des trucs de cet ordre-là dans lequel il y a ça? Oui, vous avez joué à ça. Parmi les jeux sortis ces dernières années, ce sont parmi les plus retentissants, les choses qui ont été les plus jouées, les plus diffusées, dans lesquelles ce phénomène se passe. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 jeux. Des 5 jeux dans lesquels le but est de ni perdre, ni gagner. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est fabuleux? Voici les 5 jeux dans lesquels on s'en fout de perdre ou de gagner. Commençons cette liste par ce qui est pressenti comme pouvant être le meilleur jeu de 2023, celui qui gagnera le Spiel des Jahres, l'équivalent ludique des Oscars. À ce jour, il est nommé parmi d'autres, mais il est bien parti pour gagner. Et ce jeu, c'est une adaptation d'un jeu vidéo en jeu de plateau. C'est Dorf Romantik de LucasArts et Michael Palm, édité par Pegasus en Allemagne et qui arrivera en France en fin d'année, en septembre, via Gigamic. Le jeu de société et le jeu vidéo sont à peu de choses près la même chose, mais il n'y a pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier ce qu'est Dorf Romantik. D'ailleurs, qu'est-ce que Dorf Romantik? Dorf Romantik est un petit jeu dans lequel vous allez piocher ce qu'on appelle des tuiles dans le monde du jeu, afin de créer un petit paysage. Et de ce petit paysage, le jeu va vous donner des missions. Tiens, ça serait bien d'arriver à faire une rivière qui parcourt 6 cases. Tiens, ça serait bien d'avoir un chemin de fer qui court sur 4 tuiles. Tiens, ça serait bien d'avoir une forêt qui parte sur 6 cases de long. Et tout votre but sera de piocher et d'agencer le paysage afin de compléter ces missions. À chaque fois, de nouvelles missions vont débarquer. Votre but, en faire le plus possible. Parce que vous disposez également d'une feuille de progression. Et vous allez pouvoir dire, j'ai atteint tel score, j'ai débloqué tel objectif, j'ai rempli la mission de telle carte, j'ai fait tant de missions au fur et à mesure du jeu, ce qui vous permettra de débloquer des petites boîtes de contenu qui sont dans votre boîte, mais que vous n'avez pour l'instant pas le droit d'ouvrir, que vous découvrirez au fur et à mesure. Dans Dorf Romantik, on ne peut pas perdre. On ne peut pas gagner non plus. Dans Dorf Romantik, vous allez juste jouer pour le plaisir de débloquer du contenu. Alors, vous pouvez dire, moi, le contenu à débloquer, je m'en fiche un peu, je trouve le jeu très bien comme ça. C'est certainement parce que le plaisir de Dorf Romantik tient plus du puzzle que du jeu de société. Quand vous faites un puzzle de 1000 pièces là, avec des trucs que vous avez perdus, c'est une usine géante à dopamine. Et Dorf Romantik produit le même effet. Chaque fois que vous posez un morceau, vous allez sans arrêt basculer dans les montagnes russes de « Ah, ça pourrait aller là !» Et si ça y va, vous êtes content. Si la pièce ne matche pas, bien, vous aurez un peu de frustration. Et cette frustration va être levée de que « Oh oui, maintenant j'ai la pièce qui va bien !» C'est les montagnes russes des émotions. Alors, à échelle d'un puzzle, à échelle d'un jeu de société. Mais c'est très satisfaisant. Ce qui en fait forcément un exercice plutôt solitaire. Dorf Romantik est donc un jeu assez satisfaisant dans lequel vous jouez non pas pour gagner ou pour perdre, mais pour cette petite excitation de j'ai trouvé exactement la pièce qui va bien, j'ai réussi à faire exactement ces missions-là, des micro-victoires, qui n'en est pas une au général. Il y a une chose par contre que vous allez tenter de faire, marquer des points et arriver à faire le meilleur score possible. Mais si vous cherchez un jeu dans lequel votre but est de faire le meilleur score et de vous dépasser un peu vous-même, le jeu dont je vais vous parler après fait ça encore plus fort. Sink or Swim! Si vous regardez la chaîne, on a fait une vidéo entière pour en parler parce que c'est sans doute, du moins c'est ce que je considère comme le truc le plus enthousiasmant auquel j'ai joué pour l'instant en 2023. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là, on en parle en long, en large et en travers, voire même on y joue. Let's go. C'est parti. Numéro. Ok. Tac 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 tac. 6 6 6 6 6. Putain.
putain, c'est pas impair, tu mets quoi? 6. J'ai du jaune, moi, c'est bon? Je joue un 3. Je mets un 4. Merde, mais tu mets un 5. Mets un 5. J'ai pas de 5, je plonge. Dans Sink or Swim, le plaisir de jeu est totalement ailleurs que dans la victoire. Vous allez gagner. Le jeu va prendre fin et à la fin, vous aurez un score. Car Sink or Swim est le premier jeu coopératif de natation synchronisé. À chaque tour, tout le monde va piocher des cartes qui sont des 4 bleus et des 5 verts et des 2 jaunes, sur lesquels il y a des pieds et des mains de dessiner, et vous allez tenter de respecter les missions que vont vous imposer le jeu. Tiens, il faudrait que tout le monde mette les jaunes, mais pas la moitié des autres joueurs. Tiens, il faudrait tous qu'on mette des cartes sur lesquelles il y a des pieds ou des mains. Tiens, il faudrait tous qu'on mette des cartes plus grandes que 9, plus petites que 2. Au top départ, on pioche les cartes et on a 30-40 secondes pour discuter. Qui veut quoi? Tiens, je te passe ça, on le met quelque part. Est-ce qu'on a mis les bonnes? Stop, on vérifie. Et ce sont 5 missions qui vont s'accumuler, rajoutant chaque fois leurs contraintes les unes aux autres. Il va falloir triompher de ces 5 missions à accumuler. Et vous allez arriver à vous en sortir. Pour la bonne et simple raison que si vous n'y arrivez pas dans le temps imparti, le jeu vous redonne du temps. Vous êtes condamné à réussir. Le plaisir de Sink or Swim n'est pas donc du tout dans est-ce qu'on va gagner ou perdre, vous allez gagner. Le plaisir de Sink or Swim est dans déjà vivre le jeu. Ça vous semble être une montagne incommensurable à gravir. On n'y arrivera jamais avec toutes ces missions, et pourtant vous allez y arriver, ce qui est plutôt plaisant. Et le jeu de société, parfois, a des frontières un peu avec le sport collectif en l'occurrence. Le plaisir de Sink or Swim est le plaisir du dépassement de soi, de on va y arriver, on peut le faire. D'autant plus que le jeu va vous donner une note. Un peu comme vous savez les juges biélorusses au patinage artistique. 5, 7, 5, 8, avec des notes un peu absurdes. Dans Sink or Swim, vous avez une application qui compte le temps que vous discutez avec les autres joueurs, que vous mettez à mettre en place le jeu, que vous jouez effectivement, à vous envoyer des cartes les uns les autres. Et à la fin de la partie, vous obtiendrez une note sur le nombre de tentatives que vous avez fait en mode réussir d'échouer, sur le temps effectif que vous avez passé à jouer. Ce qui est fabuleux, c'est que cette note, vous allez pouvoir la conserver dans votre application. Le jeu est fait de 10 scénarios différents. Votre but étant à chaque fois de vous dire « Hey, la dernière fois qu'on a joué avec les copains, sur le scénario avec le flamant rose, on a fait 69, je pense qu'on peut faire mieux. Essayons de battre ce truc-là. » Ça, c'est quelque chose que font très bien les jeux vidéo. Le high score, le truc à débloquer. Ce que fait du coup, forcément bien, Dorfromantik qu'on a vu avant. Sink or Swim propose de le faire, non pas dans un exercice solitaire, mais avec des potes. Et vous en ressortez de là, en vous disant « Forcément, on a gagné. » Mais surtout, vous dites « Ah, on a joué à un truc totalement barré et on a vécu quelque chose. » Un peu comme une équipe de sport. Des fois, les frontières sont pas très loin entre les deux. Du très malin Gaëtan Bojano, du regretté Alain Rivollet, un jeu qui a gagné l'As d'Or, le prix le plus prestigieux en France de récompense de jeux de société. Il aurait pu gagner le Spiel des Jahres s'il était dans les 3 finalistes, il ne l'a pas eu. Ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Vous avez sans doute joué à ça. Tout le monde a joué à un concept, c'est un jeu énormément joué. C'est Concept, je viens de le dire, ce truc-là. Concept est un jeu de société dans lequel votre but est de vous faire deviner des choses les uns les autres en posant des petits pions sur le plateau. On cherche un monsieur qui est mort, on cherche un monsieur qui est mort, et je vais rajouter l'idée qu'il y a un pays, et c'est un pays bleu, blanc, rouge. On cherche un monsieur mort français, vous ne pouvez pas parler, tout le monde autour de la table tente de décrypter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ces petites images? Pourquoi vous posez tout là? Qu'est-ce que vous essayez de leur faire deviner? Dans le concept, il y a donc une règle du jeu. C'est normal, c'est un jeu. À ma connaissance, c'est la seule fois que dans la règle du jeu, on trouve ceci. Note de l'éditeur. Alors, on vous explique les règles, comment marquer des points. Regardez dans le matériel, il y a de quoi marquer des points. Il y a un système de jeu qui se joue en équipe, tout ça. Quand vous allez jouer à Concept, vous allez sans doute l'acheter et lire cette règle-là. Mais, lors de nos nombreux tests, nous avons finalement abandonné le système de points pour ne garder que le plaisir de deviner et faire deviner. N'hésitez pas à faire de même. Votre plaisir, votre amusement n'en sera que plus grand. Alors pourquoi avoir des points? Parce que classiquement, je vous le disais, on y est attaché. On veut des gagnants, on veut des perdants, on veut un système de jeu. Et sans doute, Concept, qui est un jeu maintenant sorti il y a une bonne dizaine d'années, était un jeu dans lequel, à l'époque, on se disait pas ça sera peut-être pas acceptable pour les gens d'avoir un jeu dans lequel il n'y ait ni gagnant ni perdant. Peut-être que s'il ressortait aujourd'hui, il se passerait des choses différentes. Concept, au-delà d'un jeu de société, Concept est un outil magique. Et le plaisir de Concept vient du fait de se dire « Waouh,
ça marche. Ce système de jeu dans lequel on pose des pions partout, ça marche. Si vous avez joué à Concept, vous le savez, les premières fois qu'on vous y fait jouer, vous dites mais qu'est-ce que vous voulez qu'on devine de tout ça? Et au fur et à mesure, en 3 minutes, vous êtes capable de faire deviner à la terre entière n'importe quoi. C'est la magie de l'émerveillement de « ça me permet de faire de grandes choses ». Concept n'est sans doute pas un très grand jeu, dans le sens où vous n'allez sans doute pas y rejouer des centaines de fois. Parce que le plaisir de la découverte est le plaisir de « ah ben oui, il y a un enjeu derrière tout ça ». Au bout de quelques parties, vous allez voir que ça marche et vous allez sans doute passer à autre chose. Mais ça méritait largement son as d'or. Ça aurait pu mériter le Spiel des Jahres parce que c'est une claque de se dire le plaisir d'un jeu, il est de le découvrir et pas forcément de chercher à y briller, à y exceller ou à y gagner. Ok, deux des jeux dont je viens vous parler sont des jeux qui sont super récents, qui sont sortis cette année ou il y a quelques semaines. Concept, c'est un peu plus vieux. Mais je voudrais pas vous laisser planer l'idée que la notion de jeu sans victoire, sans défaite, soit quelque chose de récent ou d'émergent. Non! C'est vieux comme le monde. Et il y a un style de jeu qui fait ça magnifiquement bien, et ce style de jeu-là, c'est le jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, vous ne jouez pas pour perdre ou pour gagner. Vous jouez pour vivre quelque chose avec les autres joueurs. Je ne vais pas vous faire semblant d'être un grand rôliste ou d'avoir un immense vécu de jeu de rôle. C'est simple, j'ai dû en refaire 2 dans ma vie. Par contre, il y a un truc que j'ai joué récemment, l'an dernier, et je ne suis pas le seul dans le monde du jeu à avoir découvert ce que peut être un peu le jeu de rôle grâce à ce jeu-là, c'est Alice is Missing. Et ça, c'était même nommé à l'As d'or pour dire que Alice Missing, je suis pas le seul à avoir trouvé ça assez enthousiasmant. Pas mal de monde aussi a partagé ça. Et c'est un jeu dans lequel le but n'est absolument pas ni de perdre, ni de gagner. Il n'y a même pas de maître du jeu. Dans Alice is Missing, vous incarnerez une bande d'adolescents à la recherche de leur amie Alice, qui est plutôt du genre missing en ce moment. Elle n'est pas là. Vous allez donc vous déplacer partout à travers la ville de Silent Falls, de manière à fouiller des lieux, interroger des gens, vivre des aventures et finir, peut-être ou pas, par savoir ce qui est arrivé à Alice, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Et cette histoire-là, c'est vous qui allez la créer avec les autres joueurs. Non pas en discutant, non pas en inventant des choses, mais en vous envoyant des messages sur vos téléphones. C'est très atypique, c'est très barré, on a produit plein de contenu pour en parler, à tel point ce truc est assez fantastique. Ce n'est pas parce que vous aurez sauvé Alice à la fin que vous aurez l'impression d'avoir réussi quelque chose. Ce n'est pas parce qu'à la fin, Alice aura vraiment disparu, qu'il lui sera arrivé des événements tragiques, que vous aurez le sentiment d'avoir perdu. À vrai dire, j'en ai fait 5 ou 6 parties. Et je me suis jamais posé la question de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose à gagner ou à perdre. Et je suis même pas sûr que quelques autres joueurs ou joueuses avec qui j'ai pu jouer se soient non seulement posé la question. Quand vous sortez d'une partie d'Alice Missing, déjà, vous débriefez, vous remontez, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Et c'est au final, sans doute la chose la plus importante dans tous les jeux de société. Même s'ils ont un but, même si dans un jeu de société, le but c'est de gagner ou de perdre. L'essentiel, c'est que vous ayez vécu quelque chose. Et c'est pourquoi, depuis des dizaines d'années, le jeu de rôle est aussi joué et aussi partagé. Quand vous ressortez d'une partie de jeu de rôle, si c'était génial, si ça s'est bien passé, si ça a été bien mené par le MJ, à la fin, vous vous sentez diablement vivant et super heureux d'avoir partagé des choses avec les autres joueurs. C'est au final ce qui devrait beaucoup plus importer dans un jeu de société, plutôt que de savoir qui a gagné, qui a perdu, ce qui est une névrose chez pas mal de joueurs. Et ce qui en fait un des travers, hélas, des jeux de société, et une raison pour lesquelles souvent les gens n'aiment pas ça. Gagner, perdre, ça crée du ressentiment. On a tous un ami ou une amie dans notre entourage dont on sait qu'en fait elle n'apprécie le jeu que si au final elle gagne la première partie ou même les suivantes. Tout ça pour dire que cette névrose de je veux à tout point gagner ou je veux éviter de perdre, en enlevant ça d'un jeu de société, en détournant l'enjeu, en disant bah, il n'y a plus de but du jeu où on va tous gagner, vous rendez les choses beaucoup plus faciles et agréables à jouer. Ce qui explique aussi en partie pourquoi bon nombre de ces jeux ont remporté des grands prix et ont été considérés comme des choses capables d'évangéliser les terres ludiques. Un des jeux qui a remporté donc le Spiel des Jahres, le prix le plus prestigieux au monde en matière de jeux de société, est justement un jeu qui participe de cet effet-là. C'est Micro Macro. Dans Micro Macro, vous vous retrouvez dans une immense carte qui fait 1 mètre par 2, illustrée à la Way Charlie en mode noir et blanc, et vous explorez la ville de façon à investiguer sur des meurtres, des vols, des disparitions, des kidnappings. Micro Macro est donc un jeu de résolution d'enquête. Et si on peut bien dire une chose de Micro Macro, c'est que c'est vraiment pas difficile.
Un enfant de 8-10 ans, indépendamment du thème, peut tout à fait y jouer, s'éclater en jouant à ça, parce que c'est quand même drôlement marrant de fouiller dans la ville avec tous les petits personnages et les détails. Vous allez forcément gagner. Vous allez forcément finir par trouver le tueur, résoudre les enquêtes, mais c'est absolument plaisant à découvrir, charmant à parcourir et drôle en tout point. Tant et si bien que, au final, on joue juste pour le plaisir de jouer. Et c'est le cas de bon nombre de jeux d'enquête, de jeux d'énigmes. On joue pour l'astuce et l'ingénierie, la malice que peut contenir le jeu. Les exemples les plus retentissants du genre, vous les connaissez sans doute également. Exit, un des jeux d'escape game les plus connus au monde. Pourquoi vous faites un exit? Vous allez gagner d'un exit, vous allez vous en sortir, il vous faudra plus ou moins de temps. Mais vous y jouez pour découvrir à quel point, à l'intérieur de l'escape game, ils ont pensé à des choses différentes, vous allez utiliser le matériel de manière détournée. Oui, certes, vous allez détruire le jeu, mais vous y jouez pour vivre quelque chose. Non pas pour dire « j'ai fait un temps, j'ai fait un score à la fin ». Non, vous y jouez pour vous dire « waouh, ils ont pensé à ça ». Mon cerveau a réussi à détourner cette enquête. C'est le cas également dans Flashback, un jeu redoutablement bien pensé avec plein d'astuces et des gadgets à utiliser au fur et à mesure du jeu. Et l'exemple en France qu'on connaît le mieux du genre, c'est Unlock. Pour autant, je vous le disais en vous parlant de concept, bien souvent ces jeux ont du mal à se départir de la notion de victoire ou d'échec. Pour tout vous dire, la meilleure partie que j'ai fait de Exit, c'est une partie sur le scénario Le Cadavre de l'Orient Express. On le fait, on finit l'escape. On se regarde les uns les autres en disant « Waouh, c'était trop bien, c'était génial, il y avait ça, il nous arrivait ça ». Et tout à coup, on se pose la question de dire « Mais combien on a mis de temps à la faire, cette escape ?» On avait mis 1h45. Et le jeu nous donne un bon score que si on met 1 heure. Et on s'est tous dit « Mais heureusement, on a bien fait de ne pas regarder le temps. On a bien fait de ne pas se sentir jugé. » Quand on joue à un jeu, la notion de victoire ou de défaite implique forcément un jugement sur la personne que vous êtes. Tu as réussi, tu as gagné, je te juge positivement. Tu as perdu, tu as raté, tu as un mauvais score, je te juge, tu es un naze. C'est ce qui arrive dans Unlock. À la fin des scénarios de Unlock, le jeu vous attribue des étoiles en fonction de votre nombre d'échecs. Et pendant toute la partie d'Unlock, vous aurez cette désagréable sensation de vous dire « Si je n'arrive pas à triompher de cette escape, de cette énigme, c'est que je suis un con, et c'est que les joueurs qui partagent avec moi aussi la partie sont complètement nazes. » Dans Unlock, vous pouvez, dans les paramètres, désactiver le chronomètre et du coup faire sauter cette question de notation. Clairement, votre plaisir de jeu n'en sera que plus grand. Il ne devrait y avoir de but du jeu que si cela sert l'intérêt du jeu, que si cela sert l'amusement des joueurs. Cette notion de dire est-ce que vous voulez être jugé ou noté ou pas devrait être, dans bien des jeux, une question que les game designers devraient se poser et devraient demander à leurs joueurs avant de commencer la partie. Je suis un redoutable amateur des jeux d'enfoirés, dans lesquels votre but c'est vraiment d'écraser les gens et de gagner ou de perdre. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas ce qui enthousiasmera le plus de monde. Et c'est pas ce que devraient faire tous les jeux. Cette notion-là, donc, gagner, perdre, qui est quelque chose qui nous semble très classique, très immuable dans le monde du jeu, est quelque chose qui a tendance à sauter. Et ça serait bien mieux si de plus en plus, les gens pouvaient se poser la question de dire qu'est-ce qu'on va vivre pendant la partie, plutôt que de dire mais qui va donc gagner à la fin. Parce qu'au final, ça, on s'en fout un peu et c'est vraiment pas généralement ce dont on se rappelle. A bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne et pour des nouvelles découvertes de jeux. Abonnez-vous!